De retour dans l'entrée avec au programme plein de finitions. Joint du mur en pierre, reprise du pisé, les plafonds en plaque de plâtre, plus peinture. Allez, c'est parti! Et avant d'attaquer les joints du mur en pierre, on s'occupe de reboucher les quelques trous qu'il y avait dans le mur pisé. Si vous voulez plus de détails sur les reprises, vous pouvez aller voir les 2 grosses vidéos qu'on avait fait sur le sujet. Mais en gros, c'est de la terre avec un tout petit peu de chaux pour stabiliser, qu'on vient tasser à la main ou à la masse dans les trous. Alors faut faire attention à ne pas prendre de la terre végétale qui est pas faite pour le piser. On n'avait plus beaucoup de terre à piser, donc on a mélangé terre végétale et pisé ici. Et du coup, autant structurellement c'est pas très grave parce que c'est juste des reprises, mais esthétiquement il y a une différence de teinte. Et ça forcément, on le voit qu'une fois la terre sèche parce que mouillée, elle est forcément plus foncée. Avant de faire les joints, il nous restait encore 2-3 reprises en maçonnerie à faire, où 2 pierres étaient tombées pendant la démolition. Et puis ici le jambage brique, pareil où les briques ne tenaient plus bien, donc on avait enlevé celles qui ne tenaient pas pour toutes les remaçonner proprement. Et on en profite là où les pierres étaient tombées à la mise en place de la grosse poutre pour refaire quelque chose de propre. Une fois la maçonnerie sèche, on vient gratter les vieux joints sur l'ensemble du jambage brique. C'est la seule partie qu'on n'avait pas encore grattée lors de la démolition. Pour avoir des nouveaux joints qui tiennent bien, c'est important de pouvoir remettre de la matière sur au moins 2-3 cm et donc bien gratter entre pierre et tuile de cette profondeur là minimum. D'autant que nous on a plutôt une préférence en finition pour des joints plutôt en creux qu'en saillie, donc il faut une plus grande profondeur de base. Alors il nous restait encore cet angle au fond à reprendre. On a hésité à le reprendre en pisé ou en pierre, mais vu qu'il sera caché et qu'il était vraiment abîmé, avec notamment tout en bas un très gros trou à reprendre, on a décidé de le reprendre intégralement en pierre et en mortier. Et comme pour le reste, première étape, tout curer et enlever tout ce qui tient pas, que ce soit les pierres, le pisé, on gratte tout, on enlève tout. Ensuite, on humidifie bien. Et puis après, on remaçonne. Alors ici, tout sera caché, donc on s'embête pas trop sur les finitions. L'objectif, c'est que ça tienne. Et idem pour le fond de la pièce, il sera caché, donc on n'a pas besoin de faire des joints propres. Donc on fait une reprise grossière partout où il y avait des gros trous. Et c'est parti pour les joints. Alors suite à la première vidéo sur les joints pierre qu'on avait fait pour l'intérieur de la maison, on a eu quelques remarques sur la façon de faire. On appliquait le mortier à la main, on le tassait dans les interstices toujours à la main. Et du coup le mortier avait un peu fissuré à certains endroits. Alors les fissures elles peuvent venir d'un mortier trop humide, qui du coup sèche trop vite et vient fissurer, mais il peut aussi venir du fait qu'on ne fermait pas les joints à la truelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le mortier à la main ou à la truelle dans les interstices, on vient rappuyer avec la truelle, à la fois pour être sûr que le mortier se soit bien inséré dans tous les interstices, mais on a remarqué aussi que comme pour du béton, ça va faire ressortir une fine pellicule qu'on pourrait appeler l'étance de chaux, qui elle ne fissure pas au séchage. Alors on n'a pas forcément toutes les raisons sûrement techniques et chimiques. Si vous avez plus d'informations on est preneur. En tout cas, de fermer les joints à la truelle, tester, approuver, le rendu est vraiment plus qualitatif. Par contre, c'est beaucoup plus long. Bon, sur le fond c'est un peu grossier, mais ici aussi ce sera caché, donc on n'y passe pas non plus énormément de temps, parce qu'il en reste beaucoup à faire.
Et autant la truelle langue de chat c'est pas toujours simple à utiliser, autant pour faire les joints entre les briques, c'est vraiment magique comme outil. Si vous demandez pourquoi on filme souvent de nuit, c'est parce qu'on était en février, donc le soleil se couche tôt. Mais le problème de la maçonnerie en hiver, c'est pas la visibilité, c'est surtout le froid. Parce que maçonner quand il fait 5 degrés, ça fait vraiment froid pour les doigts, même avec des gants étanches. Ah oui, et un autre détail de l'hiver, les joints, après les avoir faits, faut attendre qu'ils aient un peu séché pour les brosser. Faut pas qu'ils soient encore totalement durs, mais faut qu'ils aient un peu durci parce que sinon on enlève tout avec la brosse. En été ça sèche en 2-3 heures généralement, mais en hiver c'est vachement plus long. Je me suis donc retrouvé plusieurs fois à devoir brosser les joints à minuit parce que j'avais pas anticipé le temps de séchage qui est 2 fois plus long. Deuxième session de joint, on reprend sous l'appui de fenêtre, là où on s'était arrêté. Et maintenant, tout à la truelle. Enfin presque. Encore un petit coup de brosse à 23 h. Et puis ce pan de mur sera fini. On attaque le mur d'en face, on commence par bien souffler toute la poussière. Après on mouille. Et on peut commencer les joints. Comme pour en face, le fond est non visible, donc on en profite pour tartiner le mortier sans se préoccuper des pierres. Et puis devant, on refait les joints normaux, à la main et en lissant à la truelle. Langue de chat ou truelle un peu plus grosse selon l'écartement des pierres. Et une fois de plus, je me retrouve à brosser tous les joints, tard le soir. Mais cette fois-ci, je suis accompagné. Ou surveillé, on hésite. Cette ancienne porte qu'on avait découvert, on était bien content, mais il faut aussi la rejointer. Et d'ailleurs, la fenêtre est toujours la fenêtre temporaire. On fera poser une fenêtre définitive par le menuisier quand on s'occupera de la dernière partie de la maison. Pour l'instant, ça caille encore un peu dans la maison parce que cette fenêtre n'est clairement pas du tout étanche et adaptée, mais au moins ça protège de la poussière des courants d'air. Et on voit typiquement sur ce genre d'image la pluralité des matériaux dans ce mur. On a de la pierre dure qui ressemble à du granit, de la pierre dorée du Beaujolais, du gore très friable, des briques, des morceaux de bois en châtaignier ou en résineux tout pourri. C'est vraiment des témoins de l'histoire de la maison assez intéressants. Ça nous indique une maison qui a sûrement subi beaucoup de transformations dans le temps, mais où il n'y a jamais eu des gros moyens. Et ça a souvent été des matériaux de récupération ou des opportunités. Ici on suppose que le jambage en pierre dorée de taille et en briques, ça vient d'un mélange de matériaux de récupération et de matériaux neufs. Les pierres de taille, c'est des assez belles pierres, bien taillées, mais elles font pas l'ensemble de l'ouverture. Sûrement la preuve que ça a dû être récupéré d'une ancienne bâtisse ou d'une vieille carrière. Et l'ensemble a été complété avec les briques sur les parties où il manquait des pierres. Bien entendu, on avait protégé la porte d'entrée parce que elle est toute neuve et il fallait pas l'abîmer. Et pour traiter le joint entre le mortier et la menuiserie aluminium, on a remis une bande résiliente, ce qui permet aux deux matières de dilater si besoin, sans venir en confrontation l'une sur l'autre.
Allez, dernier petit coup de brosse, puis on en aura fini pour les joindre dans l'entrée. Et ça fait vraiment plaisir. Pour totalement terminer le joint, il nous restait ce petit interstice entre le nouveau jambage pierre et la menuiserie que j'ai soudée dernièrement. Et vu la planéité du jambage, ça va pas être simple. J'ai donc reporté le profil du jambage sur un carton à l'aide d'un compas. Pourquoi sur un carton? Parce qu'en fait ça se découpe très facilement et toutes les petites aspérités, on peut les découper et du coup être assez précis. Et après, on est venu recaler les cartons avec un morceau de bois derrière pour que le carton soit rigide, pour s'en servir de fond de coffrage. Bon, vous voyez, la précision c'est plus ou moins ça, mais ça fait le travail. Ah oui, et on a mis du scotch sur le fond du carton pour que celui-ci soit un peu plus étanche, n'absorbe pas l'humidité du mortier et ne s'y retrouve pas collé quand on décoffrera. Et voilà le résultat, on a bourré de mortier, puis lissé à la truelle tout simplement. Reste plus qu'à décoffrer et enlever le scotch des menuiseries. Coffrage en carton approuvé à 50%. C'était quand même galère à mettre en place. Bon, elle est presque finie cette entrée. Il manque plus qu'à traiter ce plafond finalement. Bon allez, on enchaîne alors. On a retrouvé d'autres chutes d'isolant qui allaient partir à la poubelle. Donc on les a récupérées et on en profite pour isoler entre chevrons. Même si l'entrée n'est pas dans l'enveloppe thermique, c'est important d'isoler le plafond, notamment pour le confort d'été. Et on peut se permettre de mettre de la laine de verre qui a un mauvais déphasage, car au-dessus on a les 10 cm d'isolant en laine de bois qu'on avait mis à la réfection de la toiture. Ce qui fait qu'on a à la fois une très bonne résistance thermique, du fait de l'épaisseur cumulée des deux isolants, et à la fois un bon déphasage, du fait de la laine de bois compacte, qui est très bonne dans ce rôle-là. Plafond raillé correctement, et avec tous les isolants en place, et aussi les gaines pour que Alexandre puisse passer son élec. Voilà, donc on se prépare à découper les plaques de placo pour pouvoir les mettre en place. Et on a perdu les rages de la pose du placo, donc voilà le résultat final. On a remis, comme à l'intérieur de la maison, une bande résiliente partout autour des poutres et du pisé, afin de mieux assurer les joints et de permettre la dilatation des matériaux. Et après les joints à la chaux pour le mur en pierre du début de vidéo, on part sur les joints en plâtre, entre les plaques de placo. Première passe avec la bande à joint. Et puis la deuxième passe de finition. Et puis ponçage des joints. Bon, ça clairement ça nous avait pas manqué. Mais bon, il faut bien y passer. Et après on reçoit de l'aide pour la peinture. Donc on passe un coup d'éponge, puis une couche d'impression en blanc, et première et deuxième couche avec la même peinture qu'à l'intérieur de la maison. Pour l'anecdote, ça faisait une semaine qu'il faisait 25 degrés dehors, donc le renfort était venu avec l'idée de travailler bien au chaud, mais finalement il a fait -5 et il a reneigé, donc on s'est tous retrouvés à peindre dans l'entrée avec des gants et 3 ou 4 pulls pour certaines, d'où nos dégaines parfois un peu gonflées. Bon allez, on finalise en découpant le surplus de bande résiliente au cutter, histoire que ce soit bien propre. Et tada! On a même commencé à y mettre quelques plantes, parce que bon, c'est destiné à être un jardin d'hiver quand même cette histoire. Mais avant de vous montrer l'espace complètement fini, il nous reste une certaine chose à faire. Vous avez des idées de ce que ça peut être? Bon allez, on vous montre à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt!